Nous allons avoir ce soir le plaisir d'entendre Anna Arzelier. Anna est postdoctorante au laboratoire PACEA. Elle est paléogénéticienne et elle s'intéresse à une période particulièrement cruciale dans l'histoire de l'humanité, à savoir le néolithique, jusqu'à, on va dire, l'âge du bronze, et un peu le méso avant, pour bien comprendre tout ce qui se passe. Et cette conférence d'aujourd'hui que va nous faire Anna, elle a soutenu sa thèse à PACEA en 2023, si je ne me trompe pas, sur un sujet très proche. Et la conférence que Anna va faire aujourd'hui, c'est une conférence que la SAMRA a demandé à Anna de faire, enfin demandé à une jeune chercheuse, et on a trouvé Anna, et elle va vous parler un petit peu plus que d'ordinaire de techniques de comment les paléogénéticiens, les paléogénéticiennes arrivent à obtenir les résultats que vous voyez publiés dans les meilleurs supports éditoriaux et qui vous racontent des histoires absolument fabuleuses sur l'histoire de l'humanité, les recrutements funéraires. Anna est une spécialiste des recrutements funéraires. Elle s'interroge qui est mort et pourquoi, et quelles sont les relations entre les défunts que l'on peut trouver dans de grands ensembles funéraires. Et beaucoup d'autres données qui sont accessibles maintenant grâce à l'ADN ancien que ces chercheurs sont capables de retrouver dans les différents vestiges osseux, voire même les sédiments maintenant. Avant de passer la parole à Anna, qui va nous parler pendant 1 heure et que vous puissiez lui poser directement toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet, je suis chargé de vous prier d'accepter les excuses de Nathalie Fourmand, directrice du musée, qui nous accueille toujours avec grand plaisir et bonheur, mais qui malheureusement ne peut pas être là. Catherine Cretin, conservateur en chef au musée également, qui est au Congrès préhistorique de France qui se déroule en ce moment à Clermont-Ferrand. Pauline Raymond aussi, et Brad Gravina également. Voilà, donc les excuses sont faites. On va passer maintenant la parole à Anna pour une bonne heure de présentation, suivie d'échanges avec vous. Je vous rappelle de penser à mettre vos téléphones portables sur vibreur, voire même les éteindre, c'est encore mieux. Anna, c'est pour toi. Merci beaucoup Bruno pour cette très belle introduction. Donc déjà, je suis ravie d'être avec vous ce soir et je remercie du coup la SAMRA pour cette invitation. Donc ce soir, je vais vous parler de paléogénomique, d'ADN ancien. Et donc l'idée de cette présentation, c'est de vous exposer un peu les principes et méthodes de ce champ disciplinaire qui est relativement récent et de voir ensemble également des exemples d'application de ces nouvelles méthodes au contexte mortuaire, ce qui fait directement écho en fait, à l'exposition sur les gestes d'éternité que vous avez déjà pu peut-être, découvrir. Donc pour commencer et pour pas perdre instantanément, tout le monde, je vais faire un petit rappel de, ce dont on parle, c'est-à-dire l'ADN et plus particulièrement l'ADN ancien. Donc, le généticien, il va étudier le matériel génétique des êtres vivants qui constitue donc son génome. L'ADN, aussi connu sous le nom d'acide désoxyribonucléique, il est présent dans toutes les cellules du corps des êtres vivants et c'est le support de l'information génétique. Ce matériel génétique qu'on retrouve dans les cellules, il est transmis à chaque génération, donc des parents vers les enfants, ce qui fait que quand on étudie l'ADN d'un individu, on a accès à 2 grands types d'informations. Tout d'abord, sa généalogie, puisque ce matériel génétique, il représente en grande partie, l'ADN des parents de l'individu à hauteur de 50 pour chaque parent, mais également donc nous donne accès à un autre type d'information qui est tout un tas de caractères morphologiques et physiologiques qui vont être encodés dans l'ADN, dans ce matériel génétique. Donc pour bien comprendre en fait, la structure un petit peu de cette discipline et de l'objet d'étude, que je vous présente ce soir, qui est donc l'ADN, il faut comprendre donc son organisation à l'intérieur des cellules du corps et sa structure. Donc le génome humain, il se trouve en fait en 2 positions à l'intérieur des cellules. On trouve 2 types d'ADN. Donc on trouve le génome dit nucléaire qui se trouve donc dans le noyau des cellules du corps. Donc ici, vous avez la représentation d'une cellule avec le noyau ici.
Et donc à l'intérieur des cellules de notre corps, on trouve, l'ADN nucléaire qui est enroulé en chromosomes comme vous avez pu le voir sur, le diaporama précédent. Pardon, hop, donc ici, là. Vous voyez que le matériel génétique ici est enroulé en chromosomes qui se situent donc dans le noyau des cellules. Et donc ce génome nucléaire, on, le découpe en 23 paires de chromosomes à l'intérieur du noyau des cellules, 22 paires d'autosomes, qui sont des chromosomes non sexuels numérotés de 1 à 22, et une paire de chromosomes supplémentaires qu'on appelle donc les gonosomes, qui sont des chromosomes sexuels que vous connaissez sous le nom de chromosome X et chromosome Y. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce matériel, génétique nucléaire, il est transmis de manière biparentale. C'est-à-dire que chaque parent, au moment de la reproduction cellulaire, chaque parent va fournir 50 de l'ADN d'un individu qui va résulter du coup de, cette union. C'est-à-dire que pour chaque paire de chromosomes, un chromosome est transmis par la mère et un chromosome est transmis par le père. Ce qui fait que quand on s'intéresse à la paire de chromosomes sexuels en fonction du chromosome qui est transmis par le père, donc soit un chromosome X, soit un chromosome Y, on aura un individu masculin génétiquement ou féminin. Puisque les individus féminins, donc je vous ai représenté ici 2 types de karyotypes, donc c'est-à-dire l'étalage, de ces paires de chromosomes. On va avoir ici la paire de chromosomes sexuels et vous voyez que pour un individu, génétiquement féminin, on va avoir 2 chromosomes X, alors que pour un individu masculin, on va avoir un chromosome X et un chromosome Y qui est plus petit. Et donc en fonction de la paire, la 23e paire ici qui va être transmise par le père, soit un chromosome X, soit un chromosome Y, on aura un individu génétiquement féminin ou un individu génétiquement masculin. Et pour le reste des paires de chromosomes, on aura donc 50 de l'ADN de la mère et 50 de l'ADN du père. On trouve aussi un deuxième type d'ADN dans, les cellules, cette fois-ci à l'extérieur du noyau des cellules, humaines, dans ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont donc des organites que vous pouvez voir ici, qui se situent donc à l'extérieur du noyau cellulaire. Cet ADN, c'est ce qu'on appelle donc l'ADN mitochondrial, qui n'est cette fois-ci pas biparental, mais monoparental. C'est-à-dire qu'il est transmis uniquement par la mère vers ses enfants. Ce qui fait que donc l'ADN mitochondrial, d'un individu donné reflète l'ADN mitochondrial de sa mère. C'est un ADN qui est plus petit et qui va nous donner accès à des informations différentes, de ce qu'on, va étudier quand on va être face à un ADN nucléaire. Donc pour vous résumer en fait tout ça, on va avoir donc accès, quand on étudie l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial d'un individu donné, on va pouvoir remonter l'ancestralité de cet individu-là puisque, c'est donc du matériel génétique qui est transmis de génération en génération, du côté de l'ascendance maternelle de l'individu puisque donc un individu donné a récupéré son ADN mitochondrial de sa mère, qu'il a lui-même récupéré de sa mère et de sa mère et on peut remonter ainsi les générations. Ce qui est assez pratique puisque, l'ADN mitochondrial peut permettre notamment de découper les populations en lignée maternelle, en lignée mitochondriale, ce qui correspond, environ à des sortes de noms de famille génétiques, si on résume, grossièrement. Quand on va étudier le chromosome Y, qui est donc transmis, du père vers, ses fils, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter l'ancestralité paternelle, cette fois-ci, de génération en génération, donc uniquement chez, les individus masculins, hein, bien sûr. Et de la même manière que l'ADN mitochondrial, on va pouvoir avoir accès à des lignées paternelles, donc des haplogroupes paternels du chromosome Y, qui nous donnent accès comme ça à des proximités génétiques populationnelles au niveau paternel. Et quand on va étudier l'ADN nucléaire, ben, dans ce cas-là, on va avoir accès aux 2 types d'informations, c'est-à-dire à la fois aux, données paternelles et maternelles d'un individu donné et on va avoir un accès beaucoup plus large, en fait, à tout un tas d'informations. Donc si on résume, très, rapidement, un individu donné a 50 du génome nucléaire de son père, 50 du génome nucléaire de sa mère.
l'ADN mitochondrial de sa mère et vous messieurs, vous avez donc le chromosome Y de votre père. Donc maintenant, je vais vous parler de paléogénomique, plus spécifiquement d'ADN donc ancien, ce qui correspond à l'étude génétique des organismes et populations du passé. C'est, une méthode qui a vu le jour quand les progrès de la biologie moléculaire a permis de récupérer donc de l'ADN, dégradé, présent en quantité vraiment résiduelle dans les vestiges biologiques anciens. Et donc ces vestiges biologiques anciens, ils sont, vraiment, polymorphes puisqu'on peut récupérer de l'ADN, ancien à partir d'ossements, donc également de dents, hein, des tissus mous, des cheveux quand on a des restes, momifiés, ce qui reste quand même assez rare et également quand on a, des sédiments, on peut également repérer des traces, d'ADN, sédimentaire, donc dans le sédiment, ancien. Donc c'est une méthode qui est née, de manière relativement récente dans les années 80 quand, donc l'équipe d'un monsieur Russell Higuchi de l'université de Berkeley a réussi à extraire et à analyser l'ADN, préservé dans les restes en fait, taxidermisés d'un quagga. Donc le quagga, c'est cette sorte de gros zèbre ici qui est une espèce en fait qui s'était éteinte, 1 siècle auparavant et donc dont les restes, taxidermisés étaient conservés, au Muséum d'histoire naturelle et donc cette équipe a réussi pour la première fois, en 1984 à, documenter en fait l'ADN de ce quagga qui était donc un ADN, dégradé. Donc c'est une méthode, un champ d'étude qui est relativement récent, mais qui fait aussi, l'objet de très, très, très nombreuses avancées, méthodologiques qui sont, extrêmement rapides et heureusement puisque c'est une discipline qui fait face à énormément de défis qui ont, trait en fait à vraiment la nature du matériel qu'on étudie qui est donc l'ADN ancien. Puisqu'en fait, après la mort d'un individu, l'ADN ne va plus être réparé comme il l'était du vivant de l'individu. C'est un ADN qui va se dégrader dès la mort de l'individu avec la décomposition et avec la destruction cellulaire. L'ADN, de la même manière que tous, les restes biologiques, va se dégrader, à une vitesse qui va dépendre de tout un tas de facteurs. Il peut persister dans les tissus minéralisés plus longtemps, c'est-à-dire donc dans les os et dans les dents. On peut avoir, un ADN qui va se dégrader, en comment dire? Plus lentement et être préservé en plus faible quantité. Et cette dégradation, elle est, extrêmement dépendante en fait des conditions environnementales dans lesquelles, vont évoluer donc les vestiges. Ce qui fait que donc par exemple là, je vous ai représenté une grotte sépulcrale. C'est pas pour rien, c'est que, en fait, c'est un environnement qui va, généralement être très favorable à la conservation de l'ADN ancien. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à se dégrader dans ce type d'environnement, mais il va, bénéficier en fait de conditions assez stables avec une humidité et une température, assez fraîche et constante, ce qui est assez favorable à la préservation de l'ADN qui, malgré tout, continue à se dégrader au cours du temps. Ce qui fait que pour, des restes biologiques très, très anciens, on a très rarement de l'ADN, préservé. Quand on a des conditions qui sont beaucoup plus, arides, beaucoup plus sèches, avec des températures beaucoup plus hautes, ce sont vraiment des conditions qui sont assez dramatiques pour, la conservation de l'ADN et on a, très, très rarement accès à des informations génétiques pour ce type de contexte. Donc si on résume en fait les caractéristiques de l'ADN ancien, cet ADN, il est fragmentaire puisque quand il va se dégrader, il va se fragmenter, notamment en petites molécules, en molécules de petite taille. Donc, et il va aussi subir, tout un tas de dégradations qui sont, caractéristiques de cet ADN ancien et qui sont assez pratiques pour, d'ailleurs, l'authentifier et ça, j'en parlerai un petit peu, davantage plus tard. Et comme c'est un ADN qui est fragmentaire, qui est dégradé, il va être aussi extrêmement sensible aux contaminations. Il est d'autant plus qu'il est dilué dans une grande quantité d'ADN qu'on dit ADN environnemental, c'est-à-dire l'ADN de, tous les champignons, les bactéries, les microbes qui, environnent en fait, le contexte des vestiges. Et donc cette sensibilité de l'ADN aux contaminations, c'est vraiment, un peu le nerf de la guerre des paléogénéticiens puisque, quand on travaille sur, de l'humain et c'est plus particulièrement ce dont je vous parle ce soir,
C'est, assez, difficile en fait de faire face à ce problème de contamination, puisque autant quand on va travailler par exemple sur, du mouton, ça va être très facile de savoir qu'on a contaminé de l'ADN de mouton avec notre ADN humain moderne. Mais quand on travaille sur de l'ADN humain ancien, là on est face à un défi qui est beaucoup plus important. Donc heureusement pour nous, on a, tout un arsenal de méthodes et de protocoles qui nous permettent vraiment de faire face au mieux à, tous ces défis, en fait, de cette discipline et de ce matériel d'étude. Quand on va étudier donc des vestiges biologiques anciens, on va commencer par une étape de prélèvement pour accéder donc à cet ADN. Ce prélèvement, en général, on va privilégier, une région anatomique, au niveau donc du crâne humain, qui correspond en fait à l'os, de l'oreille, qui est donc l'os pétreux, qui est l'os, qui va préserver, le plus probablement l'ADN. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va analyser un os pétreux, on va systématiquement récupérer de l'ADN, mais c'est un os qui est très dense et c'est l'os qui présente les meilleurs rendements pour la conservation, de l'ADN, en fait. On a plus de chances de récupérer de l'ADN ancien si on vise en général le pétreux, qu'un autre, os, par exemple un os lent. Donc les dents, c'est aussi quelque chose qui marche, globalement assez bien. On peut avoir de très bons résultats sur des restes dentaires, même si en général on préfère commencer par le pétreux et quand on a, ni reste, dentaire ni pétreux, donc ni reste, crânien, on va, viser des os assez denses, comme par exemple, les phalanges qui peuvent marcher assez bien ou alors des régions, corticales des os longs avec une densité, une épaisseur de l'os qui est assez importante. Mais en général, on préfère éviter parce que ça donne vraiment de moins beaux résultats. Et donc, au niveau de ce prélèvement, en fait, on va travailler en conditions stériles. Donc c'est ce que je vous représente ici, dans le laboratoire. Donc on a, un protocole avec donc des gants stériles, des outils qui sont décontaminés, une décontamination aussi de surface des os, aux UV qui, permet vraiment de minimiser l'introduction de nouvelles contaminations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contamination sur les vestiges qu'on est en train d'analyser, mais c'est pour vraiment, se prémunir en fait d'introduire de nouvelles contaminations dans ces eaux qu'on va venir fragiliser avec le prélèvement, puisqu'on va percer un trou dans le pétreux, qui va être extrêmement petit et on va récupérer environ, 0,1 g de poudre d'os, à partir de laquelle on va ensuite extraire l'ADN. Donc, cette extraction de l'ADN, elle se fait également en conditions stériles, cette fois-ci en salle blanche et donc l'idée, c'est vraiment de libérer, tout l'ADN qui va être présent dans cette poudre, d'os ou dans cette poudre de dents et à partir de cet ADN extrait, on va construire ce qu'on appelle des librairies, c'est-à-dire qu'on va amplifier, multiplier, l'ADN qui, je vous le rappelle, est présent vraiment en très faible quantité, dans ces vestiges. Donc il est représenté en bleu ici sur, la représentation schématique de cellules et une première étape, en fait, va consister à, établir un peu l'état de l'échantillon à partir duquel on va travailler. C'est-à-dire savoir si déjà on a pu récupérer de l'ADN, correctement, savoir si l'ADN ancien, qu'on appelle ADN endogène, donc l'ADN ancien de l'individu qu'on est en train d'étudier, savoir si cet ADN, il est préservé dans l'échantillon sur lequel on est en train de travailler ou non. Et pour ça, en fait, on va réaliser ce qu'on appelle un premier séquençage. Donc c'est une première lecture, génétique, pour mesurer la préservation de cet ADN. On va établir le pourcentage d'ADN endogène, donc d'ADN humain ancien qu'on va avoir dans notre échantillon et en fonction de cette préservation, on peut faire déjà un premier état sur, le fait de savoir si notre échantillon va être analysable ou pas. Parce qu'en deçà d'un certain niveau de préservation, ça va être vraiment très difficile d'aller plus loin en fait dans l'information. Ensuite, une fois qu'on a établi cette étape, on va, reséquencer nos échantillons avec un séquençage qui est, cette fois-ci, en plus, large profondeur. Cette, méthode, elle va dépendre, du pourcentage de, cet ADN endogène puisque, quand on a une préservation qui est de l'ordre de un peu moins de 10 on va viser ce qu'on appelle la capture, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer de manière ciblée des séquences, donc des portions du génome, établies à partir de kits, donc qui sont conceptualisés pour vraiment récupérer de l'ADN, humain et ça nous permet en fait d'aller, chercher plus spécifiquement,
des régions spécifiques qui sont informatives en termes de diversité génétique et de proximité, populationnelle. Et quand on a, des échantillons qui sont vraiment très, bien préservés, donc au-delà de 10-15 et parfois jusqu'à, 80 on va privilégier une approche, shotgun où là, on va, séquencer aléatoirement, donc découper aléatoirement le génome et récupérer donc tout ce matériel, génétique. Ensuite, à partir de, cette étape de séquençage à plus large profondeur, on va, faire ce qu'on appelle des analyses bioinformatiques et donc là, en fait, on passe par des logiciels et outils informatiques spécialisés qui nous permettent, d'établir, une comment dire? Un déroulé, en fait, d'études qu'on va réaliser, pour répondre à des problématiques qui, sont directement soulevées par les contextes archéologiques qu'on va étudier. Donc, la paléogénomie que je vous donnais, donc cette définition en introduction, elle répond à une discipline qu'on peut aussi appeler, archéogénétique, c'est-à-dire l'étude génétique des contextes archéologiques. C'est, vraiment un travail qui est considéré qui est à considérer comme un travail interdisciplinaire où, l'archéologue, le généticien, les anthropologues vont, travailler vraiment, de manière, totalement, collégiale pour établir en fait, un protocole d'étude pour répondre le plus finement possible à des questions qui sont directement soulevées par, les contextes étudiés. Et donc dans le cadre de cette présentation, je vous parle plus particulièrement des contextes mortuaires. Donc l'idée, c'est vraiment de croiser les données génétiques et archéologiques, pour répondre à des questions qui sont soulevées à différentes échelles. Donc, avec, cette approche-là, on va pouvoir interroger, des choses à l'échelle individuelle, c'est-à-dire renseigner l'identité biologique des individus. Donc ce type de renseignement, ça va être tout ce qu'on va avoir au niveau phénotypique, donc c'est-à-dire l'expression physique des gènes. Donc par exemple, le sexe biologique, la couleur de peau, la couleur des yeux, des cheveux. Mais également, ce que je vous disais, tout ce qui concerne, l'hérédité, l'ancestralité des individus, les proximités génétiques avec des groupes, populationnels, par exemple, leur généalogie et quand on va, interroger, par exemple, le sexe génétique des individus, donc je vous présentais ça, très rapidement en introduction, mais on va parler de sexe chromosomique ou de sexe génétique. Ce qui, répond aussi à ce qu'on appelle, le sexe phénotypique, c'est-à-dire l'expression physique, de ce sexe génétique. Et donc là, je parle p absolument pas de genre, qui est une construction sociale qui est autodéterminée et qui est, liée au contexte socioculturel. Je vous donne juste des clés de compréhension de ce à quoi correspond en fait le sexe, génétique biologique. Donc le sexe chromosomique, je vous fais vraiment un rappel très, très rapide. Il dépend vraiment, de cette transmission en fait paternelle, donc soit du chromosome Y, soit du chromosome X. Et en fait, ce qu'on va faire pour déterminer, ce paramètre-là, c'est évaluer dans les échantillons qu'on va analyser la proportion, de portions du génome qui correspondent au chromosome sexuel. Savoir si on a tant de séquences, donc de portions génomiques qui s'alignent sur le chromosome X ou sur le chromosome Y et ça va nous permettre d'établir des ratios, de chromosome X par rapport au chromosome Y, ce qui nous donne en fait une idée de, l'identité, génétique de l'individu, savoir si on a plutôt un individu qui va être XY par rapport aux proportions, observées ou XX. Et donc ça nous donne ce genre de schéma, où, là, on va avoir un individu, génétiquement féminin avec un ratio XX, qui correspond donc ici, à un ratio XY qui va être de l'ordre de 0, alors qu'on aurait un ratio proche de 0,5 pour un homme. Donc c'est vraiment, ce genre de graphique qu'on va, rechercher. Et ici, en fait, on peut représenter, la même chose où on va avoir, le ratio ici d'individus qui ont, 50 donc 0,5 en fait, X et 0,5 Y, alors qu'ici on a des individus qui ont, pour le chromosome X, un ratio de 1, donc 2 chromosomes X. On a également, différents cas, qu'on peut également repérer, qu'on appelle des cas d'aneuploïdie chromosomique, c'est-à-dire, un chromosome supplémentaire ou un chromosome, en moins.
au niveau de la paire de chromosomes, sexuels. On va avoir donc différents syndromes, donc par exemple, 2 chromosomes Y, ça c'est, une chose qu'on peut repérer également. On va avoir des ratios qui sont, qui dévient, on va dire, de cette norme de 0,5-0,5 pour une femme et ici, donc les individus qui sont, XY et ici, vous voyez en fait qu'on a un ratio, au niveau du chromosome Y qui est plus proche de 1, donc ça voudrait dire que l'individu a 2 chromosomes Y au lieu d'un seul. Alors qu'ici, pardon, hop, ici donc on a, les individus qui sont, sexuellement XX, donc féminins. Ici, on a un autre type de syndrome qu'on appelle le syndrome de Klinefelter, où on a, 2 chromosomes X et un chromosome Y supplémentaire. Et ici, en fait, on a, le syndrome de Turner où on a un seul chromosome X. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut repérer comme ça en établissant des, ratios, donc des proportions de séquences à partir des informations génétiques. Donc pour vous illustrer en fait, toutes ces questions-là et notamment donc cette question de la représentation sexuelle dans les contextes mortuaires, je vais vous faire part du coup d'une étude que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse, à l'université de Bordeaux, qui s'intéressait à, une cavité sépulcrale, collective du sud de la France, donc la veine de la Boucle dans le Gard. Donc pour faire vraiment une brève introduction, sur, les sépultures collectives, donc c'est une pratique, qui consiste en fait à inhumer, successivement des individus au sein d'un même espace sépulcral, un peu donc à la manière des caveaux familiaux qu'on connaît assez bien, dans notre, ère culturelle, on va dire. Et ce sont donc, des pratiques qui vont vraiment se prendre leur essor, heu, pendant le 4e millénaire avant notre ère, où en fait les groupes humains au néolithique vont venir utiliser des espaces, donc soit des espaces naturels, soit des espaces construits, comme lieu de dépôt, de leurs morts. Et donc c'est pas des morts qui vont être déposés, simultanément, donc dans un seul épisode de dépôt, mais ça va être des dépôts qui vont être, du coup successifs et c'est des ensembles funéraires qui vont avoir des gestions vraiment qui sont extrêmement particulières. Donc c'est une pratique qui est très largement répandue, sur le territoire de, la France actuelle et notamment dans le sud de la France, jusqu'au 3e millénaire avant notre ère et qui présente des modes d'expression variés. Les sépultures collectives, elles sont polymorphes au néolithique. On peut trouver donc soit des structures monumentales mégalithiques, construites, donc que vous connaissez bien, par exemple sous la forme de dolmens. Donc ici, je vous ai mis l'exemple, du dolmen des Fades, à Pépieux. Et les groupes néolithiques ont également utilisé des espaces naturels qu'ils ont investis à des fins mortuaires pour, aménager des lieux de dépôt, des morts, donc collectifs, comme les cavités naturelles ou les abris. Et donc je vais vous parler, plus particulièrement donc de ce cas. Avant ça, l'étude des sépultures collectives, c'est quelque chose qui est assez, challengeant également, puisqu'en fait, on n'est pas face à des dépôts qui sont individualisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un squelette, en connexion anatomique comme on l'aurait dans des contextes, individuels. Les sépultures collectives, notamment néolithiques, en fait, il faut vraiment voir ça comme des lieux qui sont, absolument perméables. C'est des lieux, en fait, qui ne sont pas des ensembles clos, c'est des lieux funéraires qui sont réinvestis, qui vivent parfois sur le temps très long et qui font l'objet, en fait, de perturbations constantes, de réaménagements, de déplacements, des ossements et donc on parle vraiment, d'ensemble mortuaire, d'ensemble, de ces sépultures collectives et donc quand on va étudier, les assemblages osseux qu'on trouve dans ces sépultures collectives, on va d'abord essayer d'établir, une chose simple qui est, établir en fait le nombre d'individus qui va être déposé dans cet ensemble. Et donc pour ça, en fait, on va établir ce qu'on appelle le NMI, le nombre minimum d'individus, en s'intéressant aux régions anatomiques qu'on va pouvoir identifier dans ces ensembles, osseux. Donc, par exemple, identifier, le nombre de crânes qu'on va pouvoir, mettre en évidence, le nombre d'os longs, donc de fémurs et cetera et en fonction de certaines incohérences anatomiques aussi, on va pouvoir établir exactement, venir préciser le nombre minimum d'individus qui, sont présents dans ces assemblages osseux. Donc concernant la sépulture de la veine de la Boucle, c'est, une sépulture collective, donc aménagée dans une cavité naturelle,
à Corconne dans le Gard, qui a été fouillé par Henri Dudé et Serge Cour entre les années 70 et 2000. Et ces fouilles ont livré une occupation funéraire qui s'étale entre le néolithique récent et final, donc qui couvre très largement le 4e millénaire avant notre ère. Et l'étude archéo-anthropologique de cette cavité a montré qu'on a une occupation qui se découpe en 2 horizons funéraires, donc 2 horizons culturels documentés dans cette cavité, avec un ensemble qui est appelé donc l'ensemble C4B, qui correspond donc à un horizon néolithique récent, et un ensemble plus récent qui correspond à l'ensemble C4A, qui se rapproche en fait de l'horizon culturel ferrière, qui est donc une culture du sud de la France à la fin du néolithique. Donc il y a des aménagements qui ont été faits dans cette cavité, notamment sous la forme de plateformes, avec aussi des aménagements sous forme d'escaliers. Donc les néolithiques ont vraiment investi cette cavité à des fins funéraires en l'aménagement, en la pensant vraiment comme un espace, de dépôt, complexe. Et l'étude archéo-anthropologique de cet ensemble funéraire a permis de dénombrer un minimum de 75 individus présents, déposés et s'étant décomposés donc dans la cavité, avec plusieurs choses qui ont été repérées aussi au niveau de cette étude, de l'assemblage osseux, notamment un biais de recrutement, donc un biais de sélection des défunts, avec notamment un déficit des individus immatures. Donc c'est très largement des adultes qui ont été inhumés dans cette cavité. Et une autre chose a été repérée, c'est cette variation anatomique qui correspond en fait à une encoche latérale au niveau de la patella, donc de l'os du genou ici, qu'on appelle donc la patella emarginata, qui est quand même assez rare dans les populations actuelles. Et au sein de la veine de la boucle, on a une représentation de 60% de patella emarginata avec des formes d'expression majeures. Donc c'est pas juste la présence de cette patella emarginata, mais c'est des formes d'expression vraiment prononcées, avec ici une encoche qui va être très large en fait. Et du coup, à partir de cette observation-là, une question en fait a été posée, celle notamment d'un recrutement, donc d'une sélection des individus basée sur un très fort apparentement génétique, c'est-à-dire une très forte proximité génétique des individus, ou bien un phénomène d'endogamie qui aurait augmenté la fréquence de cette variation anatomique dans cette population. Euh, Ce qui a été également remarqué, c'est un déficit des os les plus volumineux. Donc je vous disais que ces régions anatomiques sont reconnues pour du coup préciser le nombre minimum d'individus déposés dans la cavité. Et en fait, il a été constaté que les os les plus volumineux ne représentent pas l'effectif maximal des individus déposés dans cette cavité. On a des os, par exemple, qui correspondent à des os crâniens, aux fémurs, aux coxos, qui représentent les 2/3 de l'effectif maximal, qui est donc de 75 individus. Donc pour ça, en fait, on a environ 40 individus seulement qui sont représentés par des os volumineux comme les fémurs, comme le crâne. Alors que l'os qui donne le plus large effectif, on va dire, c'est un os du pied qui est le calcaneus, qui représente donc ces 75 individus. Ce qui fait que l'interprétation qui a été proposée, c'est la reprise de certains restes humains. C'est-à-dire qu'on a bien 75 individus qui ont été déposés à un moment donné dans cette cavité, mais il y a un certain nombre d'individus pour lesquels en fait, les os les plus volumineux ont été repris et ont été sortis de la cavité après un temps donc, qui n'est pas déterminé. Et donc, à partir de ces questions-là, en fait, on est venu voir quel type d'informations on pouvait tirer en menant une reprise en fait, de l'étude archéo-anthropologique croisée avec une approche génétique. Donc, on est venu analyser 42 pétreuses, qui n'est pas donc bien sûr exhaustif au niveau de l'ensemble des individus qui sont représentés dans cette cavité, mais qui nous donne accès à la quasi-totalité des individus qui sont représentés par des restes crâniens, donc dont les restes crâniens sont restés dans la cavité. Et en parallèle de tout ça, on a également mené des datations C14 pour venir préciser la chronologie en fait, de l'utilisation de cette cavité et voir notamment si on pouvait repérer un hiatus au niveau de l'utilisation de cette cavité, voir si on avait plusieurs groupes chronologiques et éventuellement biologiques qui utilisaient cette cavité sépulcrale.
Donc les objectifs, c'était donc de préciser l'identité biologique et les pratiques funéraires de, cette population, notamment en lien avec, tout ce phénomène de sélection des défunts qui avaient déjà été repérés et étudier donc ces dynamiques d'occupation et également caractériser plus largement la diversité génétique de ces populations du sud de la France à, la fin du néolithique, ce qui était une période en fait assez peu documentée. Donc les résultats, ils sont vraiment à considérer au regard des datations, qu'on a menées puisque on peut voir en fait qu'on a une réutilisation de la cavité, notamment à l'âge du bronze avec ces 3 individus ici qu'on ne va pas considérer dans cette étude. Donc pour avoir vraiment une vision de la communauté qui a utilisé cette cavité à des fins funéraires principalement, il faut vraiment regarder ce groupe ici et si on superpose maintenant les informations génétiques, donc notamment le sexe biologique, on peut voir que si on considère ce groupe-là, on a vraiment un biais de recrutement qui est évident. C'est-à-dire que dans les restes crâniens de cette cavité, on a 26 individus masculins au néolithique pour seulement 8 individus féminins. Ce qui fait qu'on a un biais de représentation sexuelle qui est extrêmement marqué, avec une surreprésentation des individus masculins génétiquement dans cette cavité au niveau des restes crâniens. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est cet individu qui présente 2 chromosomes Y. Donc c'est le syndrome dont je vous parlais, le syndrome 47XYY, qui est finalement assez rare en fait dans les populations modernes et dans les populations anciennes également. Maintenant, en fait, si on superpose à, cette information, de représentation sexuelle, la diversité des lignées, paternelles, on peut voir que, donc au niveau de ces lignées paternelles, on a très peu de diversité. En fait, on a vraiment une lignée paternelle, donc un type de chromosome Y qui va être très, très largement représenté dans cette population. C'est cette lignée qui est représentée en vert ici, qui est la lignée G2, qui représente 73 de l'ensemble néolithique des individus masculins, ce qui est vraiment énorme au sein de cette communauté. Et maintenant, ça s'oppose à ce qu'on observe au niveau maternel, c'est-à-dire donc pour tous les individus de la cavité, féminins comme masculins, on a une très large diversité des haplogroupes, donc des lignées maternelles, des lignées de l'ADN mitochondrial. Ce qui est en fait un indicateur qu'on utilise souvent en paléogénomique pour parler d'exogamie féminine, c'est-à-dire en fait une tendance qu'on observe pour les groupes protohistoriques, donc notamment au néolithique, mais aussi à l'âge du bronze, une tendance qu'ont les groupes humains en fait à pratiquer une exogamie féminine, c'est-à-dire que les femmes vont avoir tendance à intégrer la communauté de leur conjoint, c'est-à-dire qu'elles vont être plus mobiles globalement que les hommes, ce qui fait qu'à un endroit donné, donc dans une communauté donnée, on va avoir moins de diversité au niveau paternel puisque les hommes vont rester sur place, alors que les femmes vont venir se greffer, s'agglomérer à cette communauté-là. Et donc, on va avoir beaucoup plus de diversité au niveau maternel. Donc ça, c'est vraiment un indicateur d'un fonctionnement matrimonial qui va être très spécifique en fait pour ces communautés protohistoriques. Ce qu'on est venu interroger aussi, c'est la question des liens de parenté, puisque c'est souvent une question en fait, qui revient dans l'interprétation du fonctionnement des sépultures collectives. Donc, que ce soit au niveau biologique ou social, les sépultures collectives, elles sont souvent interprétées comme des regroupements familiaux, donc un peu à la manière en fait, des caveaux familiaux hein, qu'on connaît. Et cette question, elle était, d'autant, plus posée, pour la veine de la boucle qu'on avait, repéré cette question de la proximité génétique particulière sur la base de ces variations anatomiques, dont je vous parlais en introduction. Ce qui fait qu'on suspectait à la fois un apparentement biologique assez important, ou alors un phénomène d'endogamie, c'est-à-dire une pratique d'union, plutôt endogame, plutôt consanguine au sein de cette communauté. Plus particulièrement. Donc on est venu voir si l'ADN pouvait permettre de préciser ces questions. Donc une première chose qu'on a faite, c'est, voir si on pouvait, détecter de la consanguinité dans cette communauté. Donc, pour, récapituler très brièvement en fait, les concepts et méthodes, quand, les parents d'un individu vont être eux-mêmes apparentés, il y a des portions du génome de cet individu qui vont manquer de diversité. C'est ce qu'on appelle les ROH. Et la quantification de ces ROH, donc de ces portions du génome qui sont homozygotes, elle va nous permettre d'établir le lien qu'entretenaient biologiquement les parents de cet individu. Donc savoir à quel point un individu donné va être consanguin. Et plus largement, ça nous donne aussi une idée de la taille
de population que reflète cet individu donné. Et donc ce que vous voyez sur le graphique, en fait, plus on va avoir ici des fragments qui vont être, rouges ici, plus ça va être des longs ROH, donc des longues portions du génome qui manquent de diversité. Et donc leur quantification va nous donner une idée du niveau de consanguinité, du niveau d'endogamie, dans la population. Ce qu'on peut voir, c'est que, on a, à la veine de la boucle, pas vraiment de signal d'importante consanguinité. On a même plutôt, une taille de population qui est assez, globalement assez importante, hein. Et on a quelques individus ici qui pourraient résulter, d'une union entre, seconds cousins, mais bon, c'est encore, à peu près tolérable, on va dire. Et au niveau du coup, de cette population-là, on a plutôt l'impression qu'on a, une stratégie entre guillemets «d'évitement» des unions consanguines. Donc on n'est pas face à une forte endogamie, dans cette population. En revanche, ce qu'on a pu préciser, c'est, l'importance des liens de parenté biologique dans cette communauté. Donc on a pu repérer un certain nombre de liens de parenté assez proches. Donc on va avoir, beaucoup de liens de premier degré, c'est-à-dire donc des liens de type parent-enfant ou, frère-sœur, mais également énormément de liens de second degré. Donc là, ça va être plusieurs situations possibles: oncle, tante, neveu, nièce, grands-parents, petits-enfants, demi-frères, demi-sœurs, et également des liens de troisième degré. Donc là, il y a beaucoup plus de possibilités, mais ça va être par exemple, des cousins, vont être apparentés au troisième degré. Sachant qu'on ne va pas en fait, pouvoir déterminer des liens de parenté au-delà du troisième degré. Donc ça ne veut pas dire que tous les autres individus ne sont pas apparentés, mais ça veut juste dire qu'on ne peut pas repérer leur apparentement et le qualifier au-delà du troisième degré. Donc on a aussi, superposé ces informations aux informations donc maternelles, paternelles, et on a remarqué qu'on a quand même une grande diversité de lignées maternelles représentées dans ces liens de parenté. Ce qui s'oppose en fait à une absence totale de diversité dans les individus qui sont impliqués dans des liens de parenté proches, qui portent tous, pour les individus masculins, cette lignée G2, qui, je le rappelle, en fait, est très largement majoritaire dans le groupe néolithique. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça nous pose la question, en fait, potentiellement, d'un recrutement qui va être lié, donc d'une sélection des individus qui va être liée à une appartenance familiale particulière. Donc un autre pan de ce travail, c'était également de préciser, en fait, la dynamique d'occupation de cette cavité. Savoir si on avait plusieurs groupes et éventuellement des ruptures, des changements dans, l'utilisation et le mode de fonctionnement funéraire de cet ensemble. Et donc pour ça, en fait, on a réalisé des modélisations, bayésiennes à partir des datations C14, en superposant, en fait, aux datations C14 obtenues pour chaque individu, les informations génétiques qu'on avait. C'est-à-dire, par exemple, combien d'individus datés de telle période portaient la lignée paternelle G2, combien d'individus masculins, datés de telle période étaient présents, et cetera. Ce qui nous a permis, en fait, de contraindre un petit peu, les modèles et de voir la représentation de certains paramètres génétiques au cours du temps, pour voir si on pouvait établir, la présence de changements, ou de rupture ou de continuité, en fait, dans l'utilisation de cette cavité. Et en fait, ce dont on a l'impression, c'est qu'on a une première phase d'utilisation de la sépulture collective qui correspond donc à cet horizon néolithique récent C4b, où on a une majorité d'individus masculins, qui présentent une plus grande diversité, de lignées paternelles. Donc on a encore quelques lignées paternelles différentes. Et ensuite, sans qu'un hiatus clair, sépare les 2 phases d'utilisation, on a une poursuite de l'utilisation de la cavité dans un second horizon néolithique final, où on a vraiment une rupture assez importante avec la lignée G2 paternelle qui devient très, très largement majoritaire. Donc si on compile en fait toutes ces données à la fois archéoanthropologiques, génétiques, et au niveau des datations C14, on a analysé 42 pétreux et on a donc des données génomiques pour 37 individus, ce qui est pas mal en fait au niveau de la représentation du NMI. Excusez-moi. Donc au niveau pardon, au niveau du groupe néolithique, je vais faire de mon mieux, désolée. On a donc 34 individus qui sont représentés par des données génétiques
Et donc, ce qu'on a repéré, c'est une sélection des individus masculins avec une prépondérance des individus qui portent cette lignée G2. Donc on a en fait l'impression qu'on a vraiment une sélection funéraire qui est en partie basée sur l'apparentement biologique, mais aussi en fait, une appartenance à une lignée paternelle, spécifique et donc cette lignée G2. Donc à partir de là, en fait, on a, plusieurs, possibilités au niveau des interprétations. Soit en fait, on a un accès privilégié des individus, masculins à cette sépulture. Donc c'est-à-dire que préférentiellement, les hommes vont se faire inhumer dans cette cavité. Soit, on a un biais puisqu'on a, cette question en fait de la représentation des restes crâniens puisqu'on sait qu'un certain nombre de restes crâniens ont été ressortis de la cavité. Donc soit on a effectivement de prime abord en fait des individus masculins qui vont préférentiellement avoir accès à cette cavité, soit, pour une raison qu'on ignore, les hommes et les femmes se font, de manière indiscernée inhumer dans la cavité, mais ça va être préférentiellement les restes crâniens et donc les os, coxaux, les fémurs et cetera qui vont être repris pour les individus féminins. Et qui vont être donc déposés dans un second temps dans un autre espace. Donc c'est ce qu'on appelle des dépôts donc secondaires. Une des questions, ça va être, où est-ce que ces individus-là vont être déposés? Et donc, une des questions et une des hypothèses, en fait, c'est que, les os qu'on va venir récupérer dans des cavités, on va, pouvoir les déposer dans des lieux, en fait, secondaires de traitement des vestiges funéraires qui vont correspondre, en fait, au dolmen. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été proposée, hein, par un certain nombre de chercheurs, mais c'est des contextes qui sont, vraiment très inégalement documentés. Et donc pour l'instant, en fait, on n'a pas du tout la possibilité d'établir des liens clairs entre des individus qui sont déposés dans des sépultures, collectives qui correspondent donc à des cavités, où les individus vont vraiment, se décomposer, en fait, sur place dans ces cavités et ensuite les os de ces individus vont être ressortis et mis dans des dolmens. Ça, pour l'instant, c'est une information auquel on n'a pas encore accès, puisqu'en fait, pour prouver ces correspondances-là, il faudrait qu'on ait une certitude absolue, c'est-à-dire, trouver, par exemple, un individu qui va être représenté par un os donné dans une cavité et trouver une correspondance exacte avec, un dolmen et un autre os de cet individu. Ça, ce serait, le moyen absolu de préciser, en fait, ce fonctionnement, funéraire, en correspondance. Donc le problème, c'est que les dolmens, font très rarement, en fait, l'objet d'études au niveau génomique de manière exhaustive puisque, c'est des ensembles qui sont, assez complexes au niveau de leur réutilisation, de leur dynamique, d'occupation sur le temps long et les études, paléogénomiques, archéogénomiques existantes, en fait, elles reposent sur très peu d'individus qui ont été caractérisés au sein des dolmens. Donc on a bien quelques individus dans des dolmens qui ont été, caractérisés au niveau génétique, mais ça reste très, très, très minoritaire avec un focus en fait qui est généralement, plutôt porté sur, des questions, populationnelles et les dynamiques migratoires. Donc on va venir récupérer des données pour vraiment établir, des points sur la carte et on n'a pas réellement de focus, funéraire sur le fonctionnement en fait de ces dolmens. Et ça, c'est justement en fait quelque chose qu'on fait dans le cadre, du projet ANR, Link, qui est, le projet dans le cadre duquel je fais, mon postdoctorat actuellement à l'université de Bordeaux et qui permet justement en fait de venir pallier cette documentation qui est très inégale sur, les sépultures collectives, où on a une approche croisée entre sépultures collectives dans des cavités sépulcrales et également dans, des dolmens pour, le, sud-ouest de la France. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. Il faut que ça chauffe. Eh ben, moi, je prends cette partie de l'amphi et puis Jean-Yves prend l'autre partie. Maintenant, vous avez la parole. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation absolument passionnante. Merci pour ta pédagogie. Merci aussi pour le retour en enfance en ce qui me concerne, parce que moi, la veine de la boucle, je suis descendu dedans pour fouiller ce qu'a étudié Anna il y a quelques années.
Voilà, quand j'étais un petit peu plus jeune, un petit peu plus souple. Allez, C'est pour moi, Bruno. je t'en prie, j'arrive. Comment expliquer que les femmes soient recrutées à l'extérieur pour ces groupes-là? Ils avaient déjà pressenti la consanguinité? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une autre hypothèse? Merci. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile à préciser. Après voilà, encore une fois, ce sont des hypothèses, hein, on n'a pas de certitude que les femmes, aient été, exclues de cette cavité. Ça peut être très bien un choix. Donc ce qu'on a interprété, en fait, dans cette étude-là, c'est, un fonctionnement, patrilinéaire. C'est-à-dire, en fait, une transmission d'un statut social qui est donc, l'accès, en fait, à cette cavité. En tant que lieu funéraire, qui est transmis en fait par l'appartenance à une lignée paternelle. En fait, ce qui est intéressant à la veine de la boucle, c'est que on a quand même quelques individus féminins dans les restes crâniens qu'on a étudiés. Ces individus féminins, en fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ils vont être liés par des liens de parenté proches, donc au premier et au second degré, avec des individus masculins de cette lignée G2. Donc c'est pas impossible qu'on ait un apparentement qui ouvre en fait l'accès aussi à cette sépulture aux individus féminins de cette lignée. Donc on n'a pas juste quelque chose qui est exclusivement masculin, mais on a quelque chose qui est vraiment lié à l'apparentement biologique, à vraiment une lignée. Après, ça ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas le choix d'être inhumées dans cette cavité ou non, et pour une raison, préféraient en fait être inhumées ailleurs, potentiellement dans leur communauté d'origine. Et ça suivrait plutôt un fonctionnement bilatéral en fait, qu'on connaît aussi dans nos sociétés actuelles et qui est assez proche de ce qu'on connaît actuellement. Mais la question reste totalement ouverte. Merci, je me joins aux remerciements qui vous ont été prodigués là. Bravo. J'avais une question un peu générale sur. Vous avez montré au début de votre exposé disons les parties les plus intéressantes pour aller vers l'étude de l'ADN. Là, vous avez décliné les os, certains os, les dents et autres. Et donc j'avais une question qui était est-ce que comment dire dans tous les catégories que vous avez présentées là sont des décompositions de matière organique dans lesquelles il reste, disons, les éléments les plus solides, les plus calciques et autres. Et il y a comment dire, d'autres dépôts qui sont dans lesquels la matière organique ne se décompose pas de la même façon. C'est quand on a de la phosphatisation. Et je voulais savoir si vous savez si les dépôts phosphatisés conserve bien l'ADN. Parce que j'ai été surpris d'écouter un exposé où on parlait justement, vous nous avez parlé d'un petit os là, de l'oreille dont je n'ai pas retenu le nom là, et l'os pétreux là, et il y avait des études sur des rongeurs, sur les os pétraux des rongeurs. Alors j'avais un rêve que j'ai toujours d'ailleurs, qu'on trouve des hommes phosphatisés, j'en connais pas, et je voulais savoir ce que vous savez de ce sujet. Alors assez peu de choses pour tout vous dire, mais j'aurais tendance à dire que, les dépôts phosphatisés sont pas forcément, comment dire? Favorables à la conservation de l'ADN, qui va du coup subir des dégradations chimiques supplémentaires et en fait, par exemple, l'acidité aussi du contexte, dans lequel, évoluent les vestiges va, considérablement jouer sur, la dégradation de l'ADN. Après, ce que j'ai peut-être pas assez précisé en introduction, c'est que en fait, on n'a jamais de certitude de la conservation de l'ADN quand on étudie un contexte donné. Le mieux, c'est vraiment de tester, en fait, et de voir, puisque ne serait-ce que pour les cavités sépulcrales, par exemple, on a autant de types de préservation qu'on a de cavités sépulcrales. Et par exemple, dans le cadre du projet LINK auquel je participe actuellement, on a étudié des cavités sépulcrales d'altitude, donc c'est des grottes froides. Et pour 10 grottes froides, on va pas du tout avoir le même pattern en fait, de préservation de l'ADN. Donc c'est pas parce qu'on a un type de contexte qu'on va avoir systématiquement la même préservation. Il peut y avoir des histoires taphonomiques des vestiges qui sont très particulières et qui sont liées vraiment à un contexte spécifique et qui, voilà, pour une raison spécifique, vont avoir conservé ou non l'ADN dans un vestige donné. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais.
Oui, par exemple, quand on passe un souris, une grenouille ou autre phosphatisé dans un IRM, on voit l'ensemble des tissus mous, son tube digestif, ses poumons, vraiment tout. Et je me disais, pourquoi l'ADN serait parti alors qu'on a tout le reste? Par exemple, en fait, dans les momies des tourbières, on a, effectivement, les tissus mous qui sont conservés, la peau et cetera. Mais la dégradation chimique, l'altération chimique, en fait, de ce genre d'environnement, va être très aléatoire pour la conservation de l'ADN. Donc, c'est pour ça que j'aurais quand même des réserves, en fait, au milieu, ouais, phosphaté pour, la conservation de l'ADN. Mais la question que tu poses, et merci Anna pour la réponse, me fait penser à peut-être quelque chose qu'il faudra tester, puisque notre grand Henri Dulé, qui a fouillé Corconne, a fouillé un autre gisement pendant 30 ans, qui s'appelle le Dolmen des Peyraires, pas très loin de Carcassonne. Et Henri avait remarqué qu'il avait, sur la surface des galets alluviaux sur lesquels était déposée la sépulture collective, une recalcification liée au jus des cadavres, etc. Donc une précipitation minérale très riche en calcium liée à la décomposition des corps. Il faudra voir si on n'a pas de l'ADN là-dedans. Et Tu as essayé, Anna? Et du coup, c'est intéressant puisque c'était un des sites de ma thèse aussi. Et malheureusement, en fait, pour le domaine des perrières, on a une conservation qui est très mauvaise. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça peut être lié à cette dynamique de décomposition des corps. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que quand on a des restes qui vont être décharnés, on va avoir une conservation de l'ADN qui va être meilleure. Et ce qui fait que la décomposition des cadavres eux-mêmes va induire en fait une préservation qui va diminuer en fait pour l'ADN. Ce qui fait que quand on a vraiment une décomposition qui est active, il va y avoir une dégradation active de l'ADN. Alors que si on va par exemple décharner et donc réduire le processus de décomposition, on va aussi augmenter les chances en fait de la conservation de l'ADN dans les régions minéralisées. Donc ça, oui, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Anna a répondu à mon idée, ça ne marchera pas. Non, ça marche pas. J'ai mon idée, c'était pas mon idée. J'ai une question technique, moi. Je peux? Oui, bien sûr. Ce que j'ai compris, c'est que la dernière paire de chromosomes, la paire sexuelle, est composée soit de 2 chromosomes X, soit d'un chromosome X et un chromosome Y. Oui. Et que vous remontiez la lignée paternelle en suivant le chromosome Y. Et puis, c'est là où la question se pose, que je ne comprends pas trop, c'est qu'est-ce qu'on fait du premier chromosome X de la paire chez la femme? Est-ce qu'on peut pas, ça veut dire, est-ce qu'on peut ne pas remonter la lignée paternelle d'une dame? Le problème, c'est que non, on ne peut pas remonter la lignée paternelle d'une dame, puisque en fait, comme on a 2 chromosomes X chez les individus féminins, on ne va pas avoir la possibilité de déterminer lequel a été transmis par le père ou la mère, en fait. Et donc on a les séquences, c'est-à-dire les portions du génome qui vont correspondre au chromosome X, mais on ne va pas avoir plus de discernement que ça au niveau de savoir si telle portion, on va dire, du chromosome X correspond à son père ou à sa mère. Donc voilà, ça ne va pas pouvoir séparer en fait les informations de la même manière que on va vraiment isoler le signal paternel avec le chromosome Y, dont on a la certitude absolue qu'on a une transmission donc uniparentale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, j'ai compris. Merci. Bien. Une question un petit peu différente. Est-ce que vous pouvez nous donner combien de générations, combien d'années a été utilisée cette grotte sépulcrale? Et en second, est-ce que vous avez trouvé l'habitat? Parce que comme à Bougon, on a toujours cherché l'habitat qui est très loin, c'est un petit peu le même système. Et cette grotte sépulcrale, elle a été utilisée combien de temps? Combien de temps? Alors, elle a été utilisée entre, grosso modo, la première moitié du 4e millénaire. Non, la deuxième moitié du 4e millénaire, pardon, donc autour de 4000, 4000 avant notre ère. Et l'utilisation, donc, s'est poursuivie pour le groupe néolithique jusqu'à environ 2900 avant notre ère. Et ensuite, on a une utilisation très ponctuelle à l'âge du bronze, donc à l'âge du bronze moyen,
et à l'âge du bronze final avec le dépôt de 2 individus qui sont apparentés au bronze final. Mais c'est pas une réutilisation qui est à mettre en lien avec forcément la connaissance de ce lieu comme étant un lieu funéraire, puisque la visibilité des dépôts néolithiques, donc précédents, n'est pas attestée en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude que les individus du bronze qui sont descendus dans la cavité pour déposer ces 2 individus-là avaient une visibilité sur les vestiges funéraires précédents. Donc on n'a pas ici la possibilité de dire qu'on a une réappropriation de cet espace funéraire pour des questions de lignage, etc. Mais donc voilà, on a une utilisation qui est un peu fragmentée comme ça. Donc c'est difficile de vous répondre en termes de fréquentation vraiment de cette cavité. Mais au niveau des dépôts humains, on a vraiment ces 2 gros épisodes entre le néolithique et l'âge du bronze. Pour l'habitat, alors je pourrais pas vous dire parce que j'étais pas née quand la cavité a été fouillée. Mais après, l'habitat, c'est quelque chose qu'on est en train de documenter, notamment dans le cadre du projet Link. Donc là, on revient d'un terrain archéologique justement dans le Lot, qui correspond en fait à une grotte sépulcrale qui a été aussi utilisée à des fins d'habitat. Et donc, ce type d'ensemble, en fait, ça peut être des lieux assez intéressants qui vont vivre en tant que zone d'habitat, c'est-à-dire par exemple lieu de stockage pour des ressources, par exemple d'eau ou de graines, etc. Donc, c'est des ensembles qui servent de lieu de stockage. Et ensuite, dans un second temps, donc par exemple, vous avez un très bon exemple avec la grotte de Foissac, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, qui est très intéressant à visiter. Et c'est une grotte donc, qui a servi de lieu d'habitat, de stockage, avec un habitat potentiellement en amont de la grotte, et ensuite a servi de lieu de dépôt funéraire. Donc, c'est des choses qui sont ce lien entre habitat et dépôt funéraire dans les grottes, c'est encore mal documenté, mais c'est en cours de documentation. S'il vous plaît. Mais comment fait-on à partir d'un petit morceau d'os pour extraire et isoler la molécule d'ADN? Quel est le Alors, principe, quoi? Merci. le principe, ça va être donc d'abord de réduire la poudre, enfin de réduire ce morceau d'os en poudre. Et ensuite, en fait, on va venir mettre donc cette poudre en solution pour extraire en fait à partir d'enzymes libérées en fait de la minéralisation, donc du lien avec l'os, la molécule d'ADN. Donc on va pas libérer uniquement l'ADN ancien, on va libérer tout l'ADN qui va être contenu en fait dans cette poudre d'os. Et c'est là en fait que se trouve vraiment le cœur du sujet, c'est qu'ensuite il va falloir trier et récupérer uniquement comment avec des produits spécifiques, avec des enzymes et ensuite avec on utilise en fait des billes. Donc c'est des kits c'est en quelque sorte des sondes qui vont venir spécifiquement en fait s'hybrider avec l'ADN humain. C'est des kits qui sont constitués du coup en laboratoire pour venir spécifiquement récupérer les molécules d'ADN humain en fait. Et ensuite, on a des processus de décontamination, mais bioinformatiques. Donc, on va trier les séquences anciennes à partir en fait de ces patterns de dégradation qu'on observe sur l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN moderne, qui correspond à décontamination, ne va pas présenter de dégradation moléculaire, alors que l'ADN humain ancien présente des signaux de dégradation, donc qui nous compliquent un peu la vie dans le sens où on perd de l'information. Mais en même temps, c'est quand même très bien pour l'authentifier, c'est-à-dire pour évaluer son authenticité en tant qu'ADN ancien. Bruno, je ne sais pas, tu sais le faire. Non, non, tout le monde ne sait pas le faire. Moi, je ne sais pas du tout le faire. Je n'ai pas le droit de rentrer dans leur labo. Dans cette partie du laboratoire. Non, c'est à Bordeaux, il y en a Toulouse, Paris, Strasbourg. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais ça reste quand même, ça reste en développement. Donc voilà, c'est quelque chose qui se démocratise, on va dire, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et c'est un budget. Le budget est en train de diminuer puisque voilà, l'accès en fait à ces kits est de plus en plus commun et se fait à moindre coût. Mais quand j'ai commencé ma thèse, par exemple, c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Non, malgré tout, Anne l'a dit au début, il faut une salle blanche, etc. Ce n'est pas du petit équipement. On n'installe pas ça dans un garage.
Nathalie, je cours, je bondis. Merci. Vous m'avez surprise en me disant que les restes des tourbières, effectivement, ne conservaient pas bien l'ADN. La question de la dégradation liée à la putréfaction. Et ça me faisait penser aux vestiges qui ont pu être carbonisés, alors pas en totalité, mais est-ce que là, c'est complètement illusoire de retrouver quelque chose ou est-ce qu'il peut y avoir une bonne conservation? Et puis l'autre qui semble sans doute plus évidente, c'est celle des restes congelés. Où là, je suppose que ça se conserve très bien. Oui, alors pour les restes congelés, ouais, ça se conserve très bien. En revanche, pour les restes brûlés, on n'a pas encore eu la possibilité de récupérer sur des incinérations. Donc là, on a vraiment une exposition totale au feu. Il y a des tests qui ont été faits, notamment sur le Tophet de Carthage, où on a donc des urnes cinéraires en fait, avec une exposition au feu qui est présente, mais où on a quand même une conservation de l'os qui est assez bonne. Où là, on a fait des essais et on n'a pas à ce jour possibilité de récupérer de l'ADN sur des restes incinérés. Maintenant, dans le cadre de ce projet dont je vous parlais, en fait, on a des contextes tout à fait particuliers où en fait, on a l'impression que sur un site néolithique final, on a eu un incendie. Et en fait, on a un individu qui provient d'une sépulture individuelle qui a été partiellement brûlé. Donc, c'est pas une incinération, c'est une sépulture primaire. Donc, l'individu est présent en connexion anatomique dans sa sépulture. Mais en fait, il a brûlé. Donc, c'est potentiellement un grand brûlé. Et en fait, il a brûlé notamment sur une grosse partie de son corps, mais pas totalement. Et donc, les 2 pétreux ont été exposés au feu. Et donc, on a testé en fait les 2 pétreux pour cet individu-là, pour voir si effectivement on pouvait récupérer au moins pour un de l'ADN. Et on a été très agréablement surpris par la possibilité de récupérer de l'ADN pour le pétreux le moins brûlé. Mais il était quand même un peu brûlé. Mais après, je suis assez dubitative pour les incinérations. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire, non. Sur les dents, c'est la même chose en fait. Les dents, à partir du moment où il y a une exposition au feu, ça va être quasiment impossible de récupérer de l'ADN. Bonsoir. Est-ce que en paléogénomique en général, est-ce qu'il y a un intérêt ou un danger à avoir des modes de transmission un peu différenciés, comme les mini-satellites ou les autres parties d'ADN un peu plus enroulées? Je suis pas sûre de comprendre votre question. Pour les mini-satellites, Ouais. il y a parfois des problèmes de transmission, enfin de lecture de transmission. Est-ce que ça a un intérêt en paléogénomique ou est-ce que c'est trop déjà fragmentaire pour pouvoir être intéressant? Non, je pense que c'est vraiment trop fragmentaire. Non, on va utiliser des méthodes qui sont vraiment spécifiques, en fait, qui vont pas du tout correspondre à ce qu'on va faire en médico-légal, hein, par exemple. Donc les mini-satellites, c'est quelque chose qu'on va pas faire, par exemple. Et on a vraiment des outils informatiques qui sont spécifiquement conçus pour l'ADN très dégradé et l'ADN ancien, l'ADN nucléaire spécifiquement. Qu'est-ce que c'est un mini-satellite? C'est moi qui pose la question. Donc ça va être des régions spécifiques en fait, du génome qui vont présenter de la variation et qu'on va pouvoir étudier pour comparer en fait, les individus, etc. Enfin, je réponds de manière très générale, mais... Une petite dernière question. Oui, Oui. là-haut pour toi, Jean-Yves. Merci. Quel délai pour les analyses? Combien de temps ça prend pour trouver toutes les conclusions que vous donnez? Oula, c'est un travail de longue haleine. En fait, ça dépend de l'envergure de la tâche, on va dire, de l'envergure de l'étude qu'on va mener. Si c'est pour un individu donné, donc pas une sépulture individuelle, où on va vraiment juste récupérer de l'ADN pour un individu spécifique, ça va être de l'ordre de quelques mois. En revanche, quand on a des études où on doit concevoir, par exemple pour les sépultures collectives, on doit concevoir une stratégie de prélèvement pour pouvoir accéder au plus grand nombre d'individus possible pour une sépulture collective, ça va demander déjà
de mener l'étude archéoanthropologique pour être sûr en fait d'optimiser notre stratégie de prélèvement. Donc ça prend déjà un petit temps. Et ensuite, on va augmenter le temps en fonction du nombre d'individus qu'on va considérer. Et ensuite, le brassage en fait de toutes ces informations-là, ça va prendre aussi beaucoup de temps en fonction du nombre d'individus qu'on a. Donc, par exemple, l'étude de la vette de la boucle, je l'ai réalisée environ dans 2 ans et demi. Et n'oubliez pas, comme l'a dit Anna, que pratiquement une grosse partie des prélèvements ne marche pas. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que, là, on ne parle que de ce qui marche, mais de tout le travail qu'elle a fait avec des choses qui n'ont pas donné de résultat, malheureusement. Pour conclure, moi j'ai une dernière petite question. Si tu devais conseiller un livre en français, l'ADN ancien pour les nuls. L'ADN ancien. Est-ce qu'il existe d'abord cet ouvrage? J'ai pas l'impression qu'il existe. Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'existe pas. Je pense qu'il est en cours de rédaction. À Bordeaux, j'espère. Non. Mais ça serait quelque chose de très intéressant à développer. Après, il y a des articles scientifiques maintenant qui vulgarisent un petit peu le sujet. Mais c'est vrai que ça reste quand même des informations qui sont assez compactes. Mais ça serait effectivement quelque chose de très intéressant à faire. Et dans ce cas-là, je pense que sur des monographies, par exemple, il peut y avoir des chapitres maintenant d'études génomiques qui sont intégrés à des ouvrages monographiques qui viennent en fait pas forcément avoir le même ton que des articles scientifiques spécifiquement en ADN ancien et qui permettent déjà de conceptualiser un petit peu mieux les méthodes et voilà les tenants et les aboutissants de la discipline. Donc ça, c'est peut-être déjà un point de départ. Merci beaucoup, Anna. Merci, on te remercie beaucoup d'être venue. Tu venais du terrain en plus. Oui. Donc, tu es fatigué. Tu vas y retourner. Merci pour ta conférence qui était brillante et très intéressante et qui répondait aux attentes des adhérents de la SAMRA. Merci pour les échanges. Et la SAMRA, je pense qu'on vous donne rendez-vous pas avant le mois de septembre. Maintenant, on passe sur les conférences du musée et du Musée national de préhistoire et du musée d'histoire naturelle avec l'abri Pato pour cet été. À très bientôt. Bonne soirée. Nathalie. Merci. Vas-y. Je t'en prie. Comme tu as été une des chevrilles ouvrières pour les organiser, rappelle. Donc le 15 juillet, une excursion de la journée à Angeac-Charente pour voir la fouille en cours sur ce site extraordinaire à dinosaures et précédée par une visite de l'exposition en cours donc au musée d'Angoulême. Et puis ensuite, le 27, si je ne me trompe pas, Jean-Pierre, le 27, visite de la grotte de Jovel, avec un tour au musée du Périgord le matin avant d'aller sur le site. Donc quand même 2 excursions au mois de juillet avant les conférences reprenant en septembre. Merci Nathalie pour ce rappel absolument nécessaire. Je crois qu'il reste encore des places de libre pour la sortie, pour voir le site d'Angeac qui livre cette fabuleuse collection de dinosaures. Bien, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Au revoir. Non,